Merci de suivre leur thème. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au débat sur ORTM 1. Bienvenue à Questions d'actualité. Et nous parlons en santé ce soir, notamment de médicalisation des zones rurales au Mali. Une convention programme a été mise en place sur la période 2019-2022. Cette convention concerne le Mali, la Guinée et bien sûr le Bénin. Il s'agit à travers une telle initiative d'améliorer la couverture sanitaire en zone rurale avec un réseau renforcé de médecins généralistes communautaires ou, si vous voulez bien, de médecins de campagne. Et plusieurs acteurs sont impliqués. La démarche évalue et met en partage la méthodologie de médicalisation en zone rurale en Afrique de l'Ouest. Alors, que fait concrètement un médecin de campagne? Qu'est-ce qu'il apporte dans l'amélioration de la santé des populations, surtout des zones rurales? Qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de cette convention au programme? Nous allons le savoir tout à l'heure avec nos invités. Il s'agit de Dr Mamoutou Diabaté de la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique. Dr Diabaté, bonsoir. Bonsoir, madame. De Dr Aruna Konaté, président de l'AMC, l'association des médecins de campagne. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Bonsoir. De M. Yaya Zan Konaré, il est le président de la FENASCOM, la Fédération nationale des associations de santé communautaire du Mali. Bonsoir, M. Konaré. Bonsoir, madame. Et de Dr Cheikh Mohamed Mansoursi, il est le directeur de l'ONG Santé Sud au Mali. Bonsoir, Dr Si. Bonsoir, madame. Et bienvenue sur ce plateau. Le premier axe de ce débat est donc consacré à cette question de médicalisation des zones rurales. Alors, je me tourne vers Dr Diabaté. Vous qui êtes de la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, dites-nous qu'est-ce qu'on doit comprendre par médicalisation des zones rurales au Mali. Ok. Merci, madame. En ce qui concerne la médicalisation des zones rurales, si je me permets de finir, il s'agit du renforcement des plateaux techniques des structures de première ligne, c'est-à-dire des structures à la base, à travers la mise en place de médecins, de sages-femmes ou infirmières obstétriciennes, aussi le relèvement du diagnostic à travers le renforcement des examens des laboratoires, les examens des radios, d'échographie ou autres. Aussi, par rapport à la prescription, il s'agirait de rehausser les niveaux de prescription à travers la dotation en médicaments. En ce qui concerne la médicalisation, vraiment c'est ça, le rehaussement des plateaux techniques au niveau des structures de première ligne qui constitue vraiment un des axes majeurs du système de santé, ou qui permettra à chaque Malien, partout là où il se trouve, il va bénéficier des soins de qualité et permettant d'améliorer son état de santé. Et si je comprends bien, il s'agit de mettre toutes les conditions nécessaires pour l'amélioration de la qualité des soins au Mali? Effectivement, ça fait partie des axes majeurs de l'amélioration de la qualité des soins et services de santé au niveau du ministère de la Santé. Alors, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est toute une histoire. On va le vérifier tout à l'heure avec l'association des médecins de campagne. Vous qui exercez sur place, dites-nous, et quel est l'historique de la médecine de campagne? Bonsoir. Avec la libéralisation des professions de santé sous le régime de Moussa Traoré, en 1989, les premiers médecins ont été installés en première ligne, parmi lesquels les médecins se sont installés en privé en campagne. Et c'est en 1994 qu'un certain nombre de médecins installés en campagne se sont réunis en une association et ont mis en place l'association des médecins de campagne. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près 200 à 250 médecins installés en campagne qui militent au sein de l'association. Mais il y a beaucoup plus de médecins installés en campagne. Mais tous les médecins installés en campagne ne militent pas au sein de l'AMC. Mais l'AMC est une association qui regroupe la plus grande partie des médecins installés en campagne. Est-ce que les médecins acceptent de s'installer en campagne comme ça? Ce sont des médecins privés ou bien ce sont ceux qui ont été même recrutés par la fonction publique? Ça, je vais parler sous le contrôle de la FENASCOM. Au Mali, on a cette chance que les médecins n'ont pas de
priorité par rapport à leur installation. Le médecin malien veut s'installer là où il peut. Il veut exercer son métier partout sur le territoire. Contrairement à nos pays voisins où les médecins n'ont pas quitté les villes. Mais au Mali, les médecins, on a cet avantage. Le médecin veut aller. Donc au Mali, les médecins s'installent sous plusieurs formes. Il y a des médecins qui s'installent en privé, en campagne. Il y a des médecins qui sont installés par les ASACO. Il y a des fonctionnaires qui sont mis à la disposition des ASACO. Il y a d'autres partenaires qui mettent des médecins à la disposition des collectivités. Ils sont tous des médecins de campagne. Ils sont tous des médecins qui exercent en première ligne, mais ils ne sont pas tous médecins de campagne. Mais alors, dans l'association, seuls les médecins qui exercent en campagne sont dans l'association des médecins de campagne. Mais tout médecin qui exerce en première ligne n'est pas forcément un médecin de campagne. Qu'est-ce qui fait la différence entre la première ligne et la médecine de campagne? Bon, la médecine de campagne est dans la première ligne. Parce que tout médecin qui exerce en campagne exerce forcément en première ligne. La première ligne, c'est le premier contact. Si le patient a des soucis, il vient, le premier contact est appelé la première ligne. Ok. Voilà. Le médecin qui sert tout à l'heure le patient, c'est ça, c'est voilà. Ce que vous appelez première ligne. C'est ça. Et qu'est-ce qui fait la particularité d'un médecin de campagne? Un médecin de campagne, c'est un médecin qui a choisi de s'installer en campagne, de rester en campagne, de se servir en campagne. Et de se fixer un objectif? De se fixer un objectif d'amélioration de la santé de la population, de donner des soins de qualité à des coûts abordables et d'appliquer la politique nationale. D'accord. Monsieur Konaré, vous qui êtes de la FENASCOM, alors on connaît bien l'utilité des médecins de campagne dans l'amélioration de la qualité des soins. Parlez-nous des avantages de la présence des médecins dans l'équipe de la structure de santé en zone rurale. Merci madame, je salue les co-débatteurs. Pour ce qui concerne la médicalisation, je pense qu'avec un peu de recul, en rajout exactement à ce que vient de dire Dr Diabaté et l'AMC, je pense qu'il faut rendre hommage exactement à une personnalité aujourd'hui, Dr Hubert Balika, qui a choisi depuis l'école de médecine, qui a essayé d'identifier exactement des jeunes médecins à la sortie, pour les motiver à aller travailler dans la campagne. Je pense qu'il a exercé beaucoup dans ce domaine. Et nous devons le rendre en tout cas un hommage exactement mérité. Et par rapport exactement à l'utilité des médecins de campagne, je pense que pour ce qui nous concerne en tant que gestionnaire de centres de santé communautaire, c'est vrai, il a dit que le premier responsable d'un centre de santé communautaire, c'est juste un technicien de santé, et pas forcément un médecin. Mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, les populations sont exigeantes. Je pense que l'association des médecins de campagne a vu juste que dans un proche avenir, cette catégorie de personnel va être incontournable dans l'amélioration de la qualité des soins. Et c'est ça qui nous a amené en accord avec l'État à aller vers la médicalisation. Au début, ce n'était pas compris, ce n'était pas un kit, mais c'était exactement, on avait compris que la médicalisation, c'est même un médecin. Et il y a des médecins qui ont choisi d'aller en campagne, sur leur propre compte. Les ASAGO n'avaient pas la possibilité de recruter un médecin. Et ceux-ci se sont mis à côté de certains SESCOM, et au fur et à mesure que l'exigence des populations les a amenés à se mettre ensemble. Et aujourd'hui, beaucoup de SESCOM sont en train d'être médicalisés. Donc on est sorti de l'idée de médecins en termes de médicalisation pour aller vers le kit de médicalisation, comme Dr Diabaté vient de le dire, qui regroupe non seulement les médecins, mais aussi un certain nombre de catégories de personnel au niveau du centre de santé communautaire. Et cette médicalisation se passe comment sur le terrain? Oui, non, la médicalisation est la bienvenue aujourd'hui, parce que pour aller à cette médicalisation, c'est une option, il faut choisir.
C'est un CESCOM qui est conçu exactement pour être dirigé par un technicien de santé, n'a pas le même plateau qu'un CESCOM dirigé par un médecin ou une sage-femme. Donc il faut faire un choix pour aller adopter le plateau technique exactement au profit du médecin avec le kit de médicalisation. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, je l'ai dit, les populations sont tellement exigeantes à la qualité. Et une population qui, pour aller dans un CESCOM, il y en a qui se demandent exactement est-ce qu'il y a un médecin. Ou quand ils vont dans le CESCOM, je veux voir le médecin. Si le médecin n'est pas là, ça fait exactement un petit recul. Ils réfléchissent avant d'aller exactement se faire consulter par le CESCOM. Donc ce qui fait aujourd'hui que la porte d'entrée de la médicalisation, c'est le médecin. Et ça, il faut saluer exactement l'apport des médecins de campagne et surtout le Santé Sud, qui en a fait exactement un élément essentiel pour faire porter par un certain nombre de projets. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de CESCOM qui sont médicalisés, grâce à l'apport de ces deux, Santé Sud et MC. Mais il faut le dire, il y a beaucoup aussi qui restent non médicalisés. Nous avons aujourd'hui 1607 centres de santé communautaire. Mais sur les 1607 centres de santé communautaire, il n'y a que 1479 qui sont reconnus, qui sont qualité. Qualité avec un minimum de techniciens de santé. Et cela va du bien pour des populations tout de même. Absolument. Alors, l'ONG Santé Sud, vous l'avez dit, qui accompagne donc ce projet et le met en œuvre. Il s'agit bien sûr de la médicalisation des zones rurales. Docteur Sy, pourquoi la médicalisation des zones rurales au Mali? Merci beaucoup, madame. Je dis bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à mes collègues et aux autres panélistes. La médicalisation, ça a été dit. Le pourquoi, c'est pouvoir apporter des soins de qualité à la population à moindre coût. Avec aussi leur implication dans l'amélioration de leur santé. Ça m'amène à faire un peu d'historique. Je remercie le président de la FENASCOM pour avoir honoré notre cher professeur, le professeur Hubert Balik. Et au passage aussi, je salue tous mes chers professeurs qui nous ont accompagnés dans ce combat. Les professeurs de l'école de médecine, qui nous ont accompagnés, qui nous ont encouragés, qui ont incité les premiers médecins à s'installer en milieu rural. Et pourquoi Santé Sud a voulu cette médicalisation aujourd'hui, accompagner cette médicalisation avec le ministère de la Santé à travers la direction? Oui, comme le disait le président de la FENASCOM, au début c'était un peu difficile parce que Santé Sud a tenu une conférence à la faculté de médecine avec les professeurs en son temps l'école de médecine, avec les professeurs de l'école de médecine, pour expliquer aux jeunes médecins qu'est-ce que c'est que la médecine de campagne en France. Et c'est comme ça qu'ils ont accompagné les premiers médecins. Santé Sud servait de chercher des financements, d'accompagner les médecins à leur installation, de les aider à choisir les sites, à faire leur business plan et à les accompagner pour améliorer la santé. Mais tout ça, ça se faisait avec les professeurs de la faculté de médecine et aussi avec les services techniques de l'État. Donc, nous avons mené plusieurs projets d'accompagnement, d'installation. Et finalement, on a vu que la formation qui était dispensée à l'école de médecine et le travail qu'on faisait en milieu rural, il y avait un problème d'adéquation entre la formation qu'on recevait et le travail qu'on nous demandait comme médecin en milieu rural. Donc, l'association des médecins de campagne s'est réunie, et bien sûr avec des professeurs de la faculté de médecine et aussi avec l'Institut de médecine tropicale d'Anvers pour mettre en place des modules de formation pour pouvoir préparer les médecins à aller travailler en première ligne. Et par la suite, avec les contacts avec le MRTC, dont le professeur Feu Ogobra Domo dirigeait, nous avons mis en place un autre module qu'on appelle l'initiation à la méthodologie de la recherche. Ça permet aux médecins de s'améliorer depuis le remplissage du registre jusqu'à l'exploitation des données et au traitement des données et même à la publication des données. Donc, c'est globalement, on prépare les médecins pour pouvoir affronter
ce métier qui est vraiment un métier à part, le métier de médecin de campagne. Alors, docteur Konaté, est-ce que vous avez senti de l'amélioration après ces séances avec Santé Sud dans votre travail au quotidien? Qu'est-ce que cela vous a apporté? Moi, je suis le portrait type pour parler de ça parce que j'ai servi avant d'être accompagné par Santé Sud. J'ai été médecin de campagne pendant 2 ans. Je n'avais pas fait la formation préalable. J'étais sorti de la faculté. En son temps, on appelait l'école de médecine. J'étais sorti de l'école de médecine. Je suis venu signer un contrat avec l'association de santé communautaire. Je me suis mis à exercer sans être préparé. 2 ans après, j'ai été approché par Santé Sud. Ils m'ont proposé leur formation. Je suis allé faire la formation, mais je me suis rendu compte que c'était loin. Je faisais des choses que si j'avais été préparé, je n'allais pas les faire. J'avais des approches, si j'avais été préparé, j'allais avoir une autre approche. Donc, quand un médecin sort de la faculté, si on le met dans un centre de santé, on lui demande de gérer et le personnel, et les ressources matérielles, financières, et de gérer avec la SACO, de gérer avec la mairie, le CCRF. S'il n'a pas été préparé au départ, il va commettre des erreurs, il va y avoir beaucoup de malentendus. Mais la formation que Santé Sud propose, ça aide à gérer tout ça. Quand le médecin passe par ce processus, quand il est installé pour la durée. D'accord. Alors, cette question de formation, elle est très importante quand même. Docteur Diabaté, vous qui êtes de la direction, est-ce que la direction joue un rôle? Vous êtes intermédiaire par rapport à tout cela avec Santé Sud, les médecins de campagne. Quel est le rôle que vous jouez là-dedans? Ok. Merci, madame. Donc, vraiment, par rapport à la médicalisation, à chaque fois on parle de médicalisation, je me sens très à l'aise. Et c'est l'occasion de remercier tous les partenaires techniques et financiers qui ont cru à l'État, qui accompagnent l'État depuis très longtemps et jusqu'à la date d'aujourd'hui. Par rapport, on peut dire que la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique est au centre de la médicalisation des CESCOM. C'est le plateau qui est défini pour la médicalisation, été élaboré par la Direction générale de la santé en collaboration avec tous les services techniques, notamment les partenaires techniques et financiers, la FINASCOM, les associations de santé, de médecins de campagne. Tout le monde a été associé. Et c'est la Direction générale de la santé qui pilote ça. Et par rapport à la mise en place des médecins ou des agents de santé qualifiés au niveau de ces structures, c'est la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique qui organise toutes ces sessions de formation, de supervision et les missions d'accompagnement sur le terrain. Bon, comme on l'a dit, j'ai été sur le terrain avant d'être là aujourd'hui à la Direction générale de la santé. Avec Santé Sud, nous avons accompagné beaucoup de médecins pour leur première installation en campagne, tant dans la région de Sikasso, dans la région de Mopti, et tant d'autres. Donc, par rapport à la médicalisation aujourd'hui, vraiment, c'est un atout très important du système de santé et qui est aujourd'hui un des indicateurs phares d'amélioration de la qualité des soins et services au niveau. Donc, cet indicateur est inscrit dans les indicateurs d'impact et qui est suivi régulièrement chaque année. Si on prend par rapport à l'évolution des médecins, le personnel qualifié dans les campagnes, en termes d'historique, avant le moment de la création des CESCOM, on parlait des ICPM. C'était des infirmiers chefs de poste. Il y avait l'infirmier, la matrone, c'était même pas sage-femme ou infirmière, c'était l'infirmier, que ce soit premier cycle ou second cycle. Et après, il y avait la matrone et les gérants des dépôts de vente. Maintenant, avec cette médicalisation, comme on l'a dit, comme je l'ai dit, le plateau technique est rehaussé et l'offre est rehaussée et la qualité des services s'est améliorée. Maintenant, il y a beaucoup de cas qu'on référait dans les structures de référence. Maintenant, avec la médicalisation et le receveur de plateau, les patients sont traités sur place, ils sont pris en charge directement. Ça amoindrit les charges, les coûts
supportés par les personnes, les familles et les services techniques qui assurent la prise en charge de leurs agents. En termes de médicalisation, en dehors de Bamako, c'est vraiment la région de Ségou, après la région de Kay, ainsi de suite. Voilà par rapport à Ségou, Koulikoro, Kay, qui se suivent en termes de médicalisation. Donc, à la date d'aujourd'hui, comme on le dit, toute la population souhaiterait avoir des services de qualité là où ça se trouve. Et aussi, l'État a l'obligation d'accompagner ces processus. Et aussi, c'est la raison pour laquelle la Direction générale de la santé a été responsabilité par rapport au suivi de cette médicalisation avec l'aide des partenaires techniques et financiers. Alors, cette médicalisation, c'est tout un processus. Docteur Si, vous avez commencé à parler de ce processus. On a compris qu'il y a la formation là-dedans. Quels sont les différents types aussi d'installation des médecins de campagne? Comme on l'a dit, pour installer le médecin, on faisait ce qu'on appelait la prospection, l'étude de faisabilité. On partait dans les centres voies. On échangeait avec la population. Il faut que la population aussi adhère déjà à cette médicalisation. Et on voit avec l'aire de santé combien de population on essaie de calculer parce que il faut le dire, les petits centres ne peuvent pas supporter la charge du médecin s'ils ne sont pas appuyés par d'autres. Donc on essaye de calculer la rentabilité entre guillemets du CESCOM durant 3 ans. Est-ce que sur 3 ans, les comptes du CESCOM pourront être équilibrés avec les charges du médecin et les recettes générées par la tarification? Si on dit médecin, c'est le médecin plus son équipe, ce n'est pas que le médecin, comme on parle de médicalisation. Donc on fait ça, on présente ça à l'ASACO, à la mairie, et puis aux services techniques qui nous accompagnent dans tout. Et puis après, c'est la mise en relation médecins, population, centre de santé, communautaire, services techniques. Mais nous, on ne paye pas. On n'a jamais payé les médecins. C'est la population qui s'organise, on les organise, on forme l'ASACO en gestion et en organisation d'un centre de santé. On met en place des supports de gestion. On n'a pas créé ces supports, c'est les supports du ministère de la Santé. On forme et on accompagne les associations de santé communautaire dans l'utilisation de ces supports. On fait de telle sorte que les rentrées d'argent, les sorties d'argent soient mieux organisées, qu'il y a beaucoup plus de transparence et de traçabilité dans les comptes, en impliquant le médecin et les associations de santé communautaire. Donc, après la formation, il y a l'installation. Après la formation, c'est en 2 temps. Il y a une formation théorique et on les met ensemble. Il y a les professeurs de la faculté, il y a des médecins chefs de district, il y a des anciens médecins de campagne. C'est un pool d'experts métiers et d'experts matières. Les experts matières, c'est nos professeurs de la faculté. Les experts métiers, c'est les médecins chefs de district, les anciens médecins de campagne qui viennent partager leur expérience avec les médecins. Donc, il y a l'installation qui se fait avec le centre de santé de référence concerné. Et après l'installation, il y a des missions de suivi formation qu'on met en place et qu'on fait avec les districts, les centres de santé de référence. D'accord, docteur Diabaté va vous compléter. Voilà, avec le type d'installation. Par rapport à ces types d'installation, quels sont ces types d'installation que Mansour Sy n'a pas forcément mentionné dans son intervention? Bon, quand on va demander des types-là, on va dire, comme l'avait dit à un moment donné, il y a des médecins qui sont installés à leur propre compte. Il y a des médecins qui sont installés à travers les associations de santé communautaire. Donc, et aussi, il y a des médecins qui sont installés à travers l'appui des partenaires techniques et financiers, comme je l'ai dit, parce que le processus est un peu long, il faut faire des approches communautaires, il faut rehausser les plateaux techniques des structures. Donc il y a les partenaires techniques qui interviennent dans ça, souvent dans la réhabilitation de la structure, dans la dotation en médicaments, en équipement. Tout ça là sont faits pour pouvoir installer. Et par la longue, les partenaires appuient le départ pour qu'ils soient installés.
comme on l'a dit, il y a une étude de faisabilité qui est faite, qui pourrait dire que voilà, s'il y a un médecin, voilà quel pourrait être le coût de prise en charge pour que le système puisse s'autofinancer. Donc au départ, les partenaires peuvent appuyer, mais il y a des médecins comme on l'a dit, les privés qui s'installent, ils ont les moyens, mais maintenant l'État puisse les accompagner en termes de formation à travers les ONG comme Santé Sud ou d'autres partenaires qui sont là, on les intègre dans les formations. Et après formation, ils vont revenir à leur structure, ils produisent les services et ils sont supervisés comme les autres agents dans les autres structures et ils bénéficient des formations et ainsi de suite. Alors, la FENASCOM est mieux placée pour nous dresser maintenant le bilan de cette médicalisation. On va faire maintenant le point de cette médicalisation. Nous l'avons dit, une convention en programme sur la période 2019-2022, 3 ans. Monsieur Konaré, si on vous disait de dresser un bilan, ce serait lequel? Je m'empresserais de dire exactement que la médicalisation, c'est vraiment une valeur ajoutée, non seulement dans le fonctionnement du CESCOM, en plus de la qualité des services fournis, et bénéficie beaucoup plus sur les populations. Je prends un exemple. Je l'ai dit exactement que le plateau technique doit être amélioré en fonction du médecin. Au début, les ASACO étaient hésitantes par rapport à un médecin vu le coût. Parce que le CESCOM fonctionne sur le recouvrement de coûts. Et le recouvrement de coûts, il a dit, le médicament est défini ou orienté par l'État, mais toutes les autres prestations sont définies par les populations elles-mêmes, en fonction de leurs revenus. Et généralement, ces revenus collectés ne permettent pas de soutenir un médecin à hauteur de souhait. Et c'est là la résistance exactement de certains ASACO. Mais avec l'apport des ONG, avec l'apport de l'État, les ASACO sont de plus en plus en train d'aller exactement vers la médicalisation. Un médecin qui vient dans un CESCOM, qui travaille dans un CESCOM, ce médecin mobilise plus qu'un technicien de santé. Je l'ai dit que quand il y a un médecin, la population est confiante à la qualité, avec la présence du médecin. Quand il y a une sage-femme, la population est confiante avec la présence exactement de cette catégorie de personnel. Et une fois exactement que la confiance vient, ça joue positivement sur la demande. L'accessibilité est beaucoup plus développée. Et plus les populations les CESCOM sont fréquentés, je vais dire, plus les ressources exactement générées sont beaucoup plus développées. Et c'est ça exactement la valeur ajoutée. Donc nous avons demandé à l'État de faire de cette médicalisation une stratégie à part entière, basée avec comme porte d'entrée exactement l'existence d'un médecin ou d'une sage-femme dans une maternité, ou tout au moins exactement d'une infirmière obstétricienne, ce qui donne la qualité. Et nous avons constaté que les CESCOM qui sont médicalisés, c'est vrai, les 600 qui sont là, c'est des médecins, mais le terme médicalisé avec son kit, il vient de le donner exactement le chiffre, c'est les 446 qui sont médicalisés dans le vrai sens positif du terme. Et ces CESCOM médicalisés, on constate exactement une différence avec les autres CESCOM qui ne sont pas médicalisés. Non seulement en termes de qualité, en termes même exactement de l'infrastructure, en termes de la fréquentation même par les populations. Je prends le cas d'un projet qui vient exactement appuyer, le financement basé sur les résultats, qui sont dans les régions de Koulikoro, Sékou, Mopti et Gao. On voit directement la différence. Les populations qui sont dans les CESCOM qui sont dans ce projet FBR sont prêtes exactement à recruter les personnels de qualité. Parce qu'il y a la motivation qui soutient, il y a la qualité, l'outil, le plateau technique est de qualité, le personnel est de qualité et le personnel est motivé. Donc une fois exactement qu'on a ce genre de stratégie, je pense que les CESCOM peuvent s'en sortir. Et il faut, si l'État veut sortir exactement, aller vers la satisfaction de l'ensemble de la population. Parce que la pyramide sanitaire du système de santé repose sur les centres de santé communautaires. Je pense qu'il faut beaucoup plus développer ces centres de santé communautaires en termes de médicalisation. Et l'expérience exactement du projet FBR est une expérience exactement à suivre. D'accord. Alors, Dr Diabaté, quelles sont les avancées par rapport à cette médicalisation au Mali?
la médicalisation a permis d'améliorer beaucoup d'indicateurs au niveau du système de santé. Je prends par exemple en termes d'historique. Avant, il y avait on faisait la part des choses, les accouchements assistés. On prenait les accouchements assistés de façon générale. Mais avec l'avènement de la médicalisation, on prend des accouchements assistés par personnel qualifié pour voir est-ce que même s'il y a un accouchement, est-ce que ces accouchements ont été faits dans les conditions les meilleures. Aussi, en termes de soins prénatals, qui est des services qui permettent vraiment d'améliorer les conditions d'une femme en état de grossesse pour que sa grossesse puisse se dérouler de façon normale et l'accouchement va se passer de façon normale. À travers cette médicalisation, nous avons trouvé que ces indicateurs ont beaucoup évolué dans le système de santé. Aussi, en termes de paquets d'activités aujourd'hui, la médicalisation a permis de renforcer les paquets d'activités dans beaucoup de localités, notamment en termes de petites chirurgies. Partout là où il y a les personnels médical qualifiés, ils arrivent à faire la chirurgie de première ligne, comme on le dit, les hydrocèles, les hernies, ils arrivent, les plaies traumatiques, ils arrivent à faire les sutures, les pansements par rapport à tous ces aspects. C'est la raison pour laquelle, encore une fois de plus, l'État s'est inscrit, en tout cas, dans cette médicalisation et que ces indicateurs sont suivis de très près par rapport à ça. Comme on le dit aussi, par rapport au coût même. La médicalisation permet de réduire les coûts supportés par la population. Docteur Konaté, vous qui êtes sur le terrain, il l'a dit, cette médicalisation, il note des avancées positives. Est-ce que c'est le constat que vous avez fait sur place? Ah oui. Évidemment, c'est-à-dire nous, au sein de l'AMC, ou bien les médecins installés en première ligne, on invite l'État et cette émission participe à ça. On fait un plaidoyer, c'est-à-dire qu'il faut médicaliser la première ligne à 100%. Ceux qui n'ont pas de médecins, n'ont pas de sage-femme, il faut qu'ils aient un médecin, un sage-femme, une sage-femme, au minimum. Il y a des populations qui exigent 2, 3 Ce n'est pas le cas dans toutes les zones? Ce n'est pas le cas pour le moment. Je suis au regret de vous dire qu'il y a des CESCOM dans lesquels les accouchements sont encore faits par des matrones. Ça, c'est difficile. Le médecin dans une structure de première ligne est bénéfique pour l'État, en ce sens que l'État a beaucoup de programmes verticaux, le VIH, TB, même le SONI, les soins obstétricaux néonataux d'urgence, s'appuie sur le personnel qualifié. C'est les structures dirigées par des médecins et des sages-femmes qui sont érigées en SONI. C'est-à-dire qu'ils peuvent apporter des soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Ça réduit drastiquement la mortalité maternelle, infantile, néonatale. Ça aide l'État. Si l'État met 10 francs dans la médicalisation, l'État économise 100 000 francs au bout de la chaîne si la médicalisation n'était pas faite. Je vous prends juste un exemple. Il a parlé de hernie. Une hernie qui est opérée dans une structure de première ligne. Imaginez-vous, si elle n'est pas opérée, elle va évoluer vers une occlusion qui va être soignée dans une structure de deuxième, troisième référence qui peut même aller jusqu'à une résection anastomose. Le patient peut être complications dramatiques qui peuvent même coûter la vie. Alors si la hernie est prise en charge dans le village, dans le CESCOM, le monsieur il vient à 8h, il est opéré à 16h, il est rentré à la maison, il fait son pansement en ambulatoire. Qui gagne? C'est le pays qui gagne. Donc, on n'a pas le choix, on doit y aller. Et je dois profiter de ces micros pour dire que le Mali est sur la bonne voie. Parce qu'avec ce projet-là, on a eu à échanger avec nos collègues qui sont de la Guinée et du Bénin. Nous sommes à des milliers de lumières par rapport à eux. Parce que nous avons une assise, nous avons une base. Les CESCOM sont là. Les médecins acceptent d'aller en première ligne. Les sages-femmes, certaines sages-femmes, beaucoup de sages-femmes acceptent maintenant. Je parle sous le contrôle de la FENASCOM.
beaucoup de sages-femmes commencent à comprendre et à aller en campagne. Avant, ce n'était pas le cas. Les médecins sont allés beaucoup plus. Pendant longtemps, les médecins sont restés et les sages-femmes résignaient à aller. Mais maintenant, la tendance est en train d'être inversée. Il faut aller à ça. Quand on compare le Mali à la Guinée, au Bénin, moi, mais nous sommes en avance. On a un système qui est bon, qui ne demande qu'à être renforcé. Finascom, à votre avis, qu'est-ce que l'État doit faire à ce niveau? Peut-être il y a des avancées, mais il vous faut plus pour plus de résultats. Mais bien sûr, je pense qu'il faut remercier l'État quand même qui est en train de faire avancer, de faire bouger les lignes. Parce qu'on a fait beaucoup de plaidoyers pour amener l'État dans cette logique. Et aujourd'hui, il faut le dire sincèrement que l'État est dans cette logique d'améliorer les conditions au niveau de la première ligne. Je prends le cas exactement des agents de santé communautaire avec des maternités rurales qui, chaque fois qu'il y avait, le docteur Diabaté l'a dit, qu'il y avait un accouchement assisté au niveau d'une maternité rurale, ce n'était pas enregistré. Parce que c'était fait exactement par un personnel non qualifié. Et aujourd'hui, l'État a pris la décision de faire en sorte que les maternités, que ce soit les maternités, que ce soit les sites des agents de santé communautaire, tout est lié maintenant au CESCOM. Ça renforce le CESCOM. Ça renforce le directeur technique du CESCOM exactement dans sa médicalisation. Ça, c'est vraiment une volonté politique que l'État a eu à prendre. Et ça, c'est encourageant. Mais l'État doit continuer à opérationnaliser cette volonté politique. En quoi faisant? Toutes ces structures environnantes au niveau du CESCOM qui sont reliées, il faut renforcer le CESCOM. Renforcer le CESCOM sur deux axes. D'abord, le premier axe, c'est la gouvernance au niveau des ASACO qu'il faut renforcer. L'autre axe, c'est la performance du CESCOM. Si ces deux axes sont renforcés, je pense que, exactement, et vient de le dire, on va être à l'abri de beaucoup de références ou même d'évacuation exactement sanitaire. Beaucoup de cas seront pris en charge exactement au niveau des centres de santé communautaire. Et l'autre aspect, il y a 1479 CESCOM fonctionnels aujourd'hui. Et si on prend exactement le portant 1479, il n'y a que 446 qui répondent au kit de médicalisation. C'est presque une goutte d'eau dans la mer. Je pense que l'État doit faire en sorte que ce processus exactement soit aller vite pour aller à l'atteinte de l'ensemble des CESCOM exactement par rapport à la médicalisation des CESCOM. Et je pense exactement que si l'État arrive à le faire, on sera à l'abri de beaucoup de dérives par rapport à exactement à ça. Docteur Diabaté, on suppose que l'État est dans cette logique de continuité de service pour qu'il y ait plus d'amélioration en termes de médicalisation des zones rurales. Bien sûr, madame. Je crois que ça fait partie des actes majeurs de la réforme actuelle que madame le ministre de la Santé et du Développement social est en train de vraiment défendre. Et vous le voyez régulièrement, elle est sur le terrain pour pouvoir faire passer les messages, renforcer davantage les plateaux techniques. Aujourd'hui, avec la réforme actuelle, dans le cadre de la médicalisation, il y a certaines CESCOM là qui vont même être rehaussées à niveau supérieur, quitter le niveau CESCOM et aller au niveau centre de santé de référence, voire même hôpital de district. Donc c'est cette médicalisation qui a donné cet état-là et qui fait partie des chevaux de bataille de vraiment Madame le ministre de la Santé et de le Développement social aujourd'hui. Docteur, oui, allez-y, vous n'avez pas fini? D'accord, docteur Si, par rapport à cette question, qu'est-ce que vous souhaitez de la part de l'État pour que les choses bougent un peu plus? Merci beaucoup. Je pense que l'État nous accompagne beaucoup déjà. Quand on voit la convention programme qui vient de terminer, ça a été conçu au Mali, Centre-Sud avec la Direction générale de la santé, le ministère de la Santé. Dr Diabaté a participé à la conception. À la mise en œuvre, si on veut faire un bilan global, c'est que au Mali, grâce à l'accompagnement des services techniques, on a réalisé pratiquement toutes les activités qui étaient consignées dans le projet. Et on a pu jeter les jalons de l'institutionnalisation de la médecine de campagne.
Et on a validé les documents de référence de l'institutionnalisation de la médecine de campagne. Et je pense qu'on a aussi, comme il parle de renforcement du plateau technique, avec la médicalisation, je pense que c'est le lieu aussi de le dire. Nous avons accompagné les centres de santé et le ministère de la Santé à travers la DGS et les centres de santé de référence à installer des laboratoires de première ligne dans les centres de santé communautaires avec l'accompagnement de la Fondation Murieux, du Centre d'infectiologie Murieux et avec le financement de nos partenaires tels que la Direction de la coopération internationale de Monaco, l'Agence française de développement qui a accompagné même la convention programme. Aussi, pour accompagner tout ce processus, on a aussi installé, ou bien on a discuté aussi avec la DGS pour informatiser les centres de santé de première ligne. Je pense que Dr Diabaté aussi a suivi tout le processus avec nous. Nous avons mis en place ce qu'on appelle un dossier médical patient informatisé qui a été conçu sur la base des supports qui sont utilisés au niveau de la première ligne, qu'on a transformé en langage informatique et maintenant ce dossier patient est utilisé au niveau de à peu près 80 CESCOM à la date d'aujourd'hui. Et en dehors de Centre-Sud, il y a aussi un partenaire qu'on appelle PSI Mali qui accompagne aussi l'installation de ce dossier médical partagé dans certains centres de santé privés, surtout en première ligne. Donc, on a aussi accompagné les médecins, et surtout l'association des médecins de campagne, à mieux se structurer dans le cadre de cette convention programme. On les a amenés à élaborer avec un consultant leur projet associatif et se projeter sur les 5 années à venir sur le développement de l'association. D'accord. Jusque-là, on parle que des avancées. On parle aussi également de l'intérêt du secteur privé, ou du poids du secteur privé dans le système de santé au Mali. Alors, docteur Konaté, vous qui êtes sur le terrain, vous êtes de l'association des médecins de campagne. Quelle est la structuration du secteur privé de la santé au Mali? Le secteur privé, il y a deux types. Il y a le privé à but lucratif et il y a le privé à but non lucratif. Et quand on dit privé, on met les deux dans le même sac. Donc le système privé occupe... il y a une enquête qui s'est passée qui a montré que le privé fournissait plus de 60% des prestations. Donc ce qui fait que le privé a un poids, un grand poids. Donc le privé à but non lucratif, c'est représenté par les ASACO, les structures confessionnelles, qui sont beaucoup plus médicalisées maintenant, qui sont de plus en plus médicalisées avec l'appui de l'État. Mais le privé à but lucratif, c'est-à-dire des médecins qui ont décidé d'aller s'installer en campagne, qui ont fait leur business, ils sont installés en campagne. Il faut les saluer parce que ce n'est pas facile. Quand ils vont s'installer, ils vont donner des prestations à des coûts sociaux. C'est-à-dire ils tiennent compte du pouvoir d'achat de la population. Et ils font aussi des activités promotionnelles de la santé de façon gratuite. Ils font de la prévention aussi, ils ne sont pas payés. Donc je pense que l'Alliance est en train de voir avec l'État comment est-ce qu'on peut aider les privés, les jeunes médecins qui sortent de la faculté, qui veulent s'installer en privé, en milieu rural surtout. Donc, comment est-ce qu'on peut les accompagner? Ça, c'est compris. Alors, la Finascom, dites-nous, quel est le poids du secteur privé dans l'offre de services de soins au Mali? Il a dit, c'était... J'en connais un peu, c'est au niveau du secteur privé à but non lucratif, que sont les centres de santé communautaire, avec les sites ASC et les maternités rurales. Aujourd'hui, si on doit en parler ainsi, c'est vrai, c'est au minimum à 60% d'apport, mais je crois que ça doit pouvoir aller au-delà de 60% d'apport. Parce que je l'ai dit tantôt, la pyramide sanitaire du Mali repose sur
les CESCOM avec leur soutien, qui sont les maternités rurales et les sites ASC. Et si ceux-ci sont renforcés, ça va diminuer considérablement les références au niveau des centres de santé de référence. Si on prend les grandes agglomérations ou certaines grandes villes, il y a des centres de santé de référence qui se comportent comme un CESCOM. Il y a des types de maladies, la Direction générale de la santé, là, c'est réservé uniquement au premier contact. Et c'est le CESCOM de premier contact. Les autres, c'est des références. En termes de premier contact, c'est le centre de santé communautaire. Les autres ne sont pas des contacts. Ce sont des références. Mais il y a des CESRAF qui se comportent en contact. C'est vrai, le malade a le choix exactement de son traitant, mais nous devons nous inscrire dans la politique de santé du Mali en tant que tel. Ici, cela est, que ce soit le CESCOM, que ce soit le centre de santé à but lucratif, l'État doit pouvoir mettre le paquet pour renforcer tous ceux qui sont en première ligne. On est dans un pays, économiquement, on est faible. Donc nous devons mettre les moyens pour pouvoir subvenir aux besoins de santé de cette population exactement à pouvoir économique assez faible. Donc ça, c'est vraiment une politique directement définie par l'État. Ils ont commencé exactement à faire des réflexions. Je pense qu'exactement cela doit être accompagné exactement d'opérationnalisation. Et l'autre chose, c'est par rapport exactement aux ressources humaines. Je m'excuse. Aux ressources humaines qui sont de taille d'importance aujourd'hui. Nous avons dit tout de suite que tout le monde veut aller à la médicalisation, que ce soit l'État qui est dans un processus, mais il y a des associations de santé communautaire qui n'attendent pas l'État et qui font la médicalisation sur leur propre forme. Mais si on a beaucoup à avoir la volonté, mais si on n'a pas les moyens, ça va être beaucoup compliqué. Donc l'État doit accélérer. Et il y a, je crois, une année ou 2 ans, l'État a décidé exactement d'alléger en tout cas le poids financier des associations de santé communautaire par rapport aux ressources humaines, en décidant d'intégrer le personnel qualifié dans la fonction publique des collectivités. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne sait même pas comment ça évolue. Plus d'1 année, on attend. Et ça, c'est vraiment important, c'est le minimum que l'État puisse faire pour alléger et renforcer. Et une fois que les médecins ou le personnel qualifié est vraiment stable au niveau des centres de santé communautaire et même au niveau exactement des structures privées, que ce soit même à but lucratif, je pense que l'État y gagne beaucoup plus. Exactement. Donc l'État doit veiller à mettre exactement, à produire les personnels de qualité et à les mettre à disposition des CESCOM partout avec exactement on le dit exactement. D'accord, c'est compris. L'idée est comprise. Oui, l'idée est comprise. Mais je vais dire directement que tous les CESCOM doivent bénéficier. Si je prends exactement les sages-femmes, il a dit, n'ayons pas peur des mots. Le cas des sages-femmes est vraiment inquiétant. On voit exactement les centres sages-femmes entassés à Bamako dans les grandes agglomérations. Mais alors que dans certains milieux ruraux, les sages-femmes on les compte du bout de doigt. D'accord, l'État veut réagir. La Direction générale de la santé, Dr Diabaté. Oui, est-ce que l'État veille à ce que les populations puissent avoir à leur niveau le personnel de qualité pour des soins de qualité? Ok, bien sûr. Bon, avant de répondre à cette question, je vais donner mon point de vue par rapport au poids du secteur privé dans le système de santé. Je crois que l'État a très vite compris, avec la restriction budgétaire, l'État a compris qu'il ne peut pas tout prendre en charge, qu'il fallait céder une partie aux communautés, au privé, pour pouvoir assurer des soins de qualité à sa population. À la date d'aujourd'hui, si on voit, quand je vais parler de structuration, nous avons 1147 cabinets. Ça regroupe les cabinets de soins, les cabinets d'accouchement, ainsi de suite. Il y a 247 cliniques et 14 polycliniques. Donc les cabinets, dans la structuration des privés, ça commence par les cabinets. Après, il y a les cliniques, il y a les polycliniques. Donc c'est comme à peu près les structures publiques là. Donc pour dire qu'à la date d'aujourd'hui, les secteurs privés qui interviennent là, ça permet de favoriser la concurrence positive. Et par rapport à la qualité du personnel? Par rapport à la qualité du personnel, je crois que ça fait un certain temps, le ministère de la Santé et du Développement social, comme les autres départements, ont lutté
pour avoir une direction nationale des ressources humaines. Et cette direction nationale direction des ressources humaines prend en compte tant les secteurs privés et les secteurs publics. Et aussi la direction générale de la santé, dans cette tâche-là, a le rôle d'assurer la formation continue des personnels qui sont en cours d'emploi et aussi la formation de longue durée en collaboration avec la direction des ressources humaines. Et nous assurons aussi la supervision formative des agents au niveau des structures publiques et au niveau des structures publiques. Comme on l'a dit, il y a des structures privées, mais il n'y a pas de santé privée. Il n'y a qu'une seule santé tout court et que l'État est le garant vraiment de la mise en œuvre de la politique de santé afin que cette population soit en bonne santé et soit bien productive. Et on va faire réagir, Dr Si, par rapport au poids du secteur privé dans ce système de santé pour qu'il y ait plus d'amélioration. Quel est le poids du secteur privé? Le secteur privé au Mali a un grand poids. Et ce poids aussi, il faut le dire, c'est mieux organisé au Mali qu'ailleurs. C'est au Mali que tu verras les centres de santé communautaires qui sont dirigés par du personnel qualifié. Tu verras qu'un centre de santé privé qui est installé même en périphérie, sa supervision formative, les évaluations, les visites de routine sont assurées par le secteur public. Le secteur privé est vraiment inséré dans la mise en œuvre des programmes. Comme il l'a dit, en milieu rural, là où il n'y a pas de CESCOM qui couvre les villages, les cabinets et souvent même des cliniques privées assurent la prévention, c'est-à-dire la vaccination, la consultation prénatale, les accouchements. Ils assurent avec l'État la prévention de la population. Ils font des services à finalité sociale. Nous sommes en train aussi d'analyser avec le ministère de la Santé, avec la Direction générale de la Santé, comment impliquer les services techniques dans la lutte contre les grandes maladies, c'est-à-dire le paludisme, la tuberculose, le VIH, et aussi voir comment les services tech et les structures privées peuvent participer à la lutte contre la malnutrition, c'est-à-dire faire la promotion de la bonne nutrition, assurer le suivi nutritionnel des enfants. Nous sommes en train d'impliquer le service privé dans tous les programmes de l'État pour assurer une meilleure santé à la population. Il n'y a pas comme il a dit, il n'y a pas de santé au Mali, il n'y a qu'une seule santé. On a tous vocation à assurer la meilleure santé à la population. D'accord. Je reviens... On finit sur ça, on va faire un dernier tour de table. On est pris par le temps. Oui, voilà, donc je laisse tomber. Sinon, j'allais revenir sur un petit point, mais je pense que c'est... Rapidement, lequel? Rapidement, j'allais venir sur un petit point. On veut bien que là où il y a les médecins, que les prestations puissent se faire. Mais il faut que les médecins tiennent compte de leur capacité, de leur plateau technique. Ce n'est pas parce que je suis médecin, que je suis en milieu rural, que je fais une intervention chirurgicale. Ce n'est pas parce que je suis médecin, que je suis en milieu rural, que je fais l'échographie. Ce n'est pas parce que je suis médecin, que je suis en milieu rural, que je mets un laboratoire en place. Toutes ces activités sont accompagnées par un processus. Quand on prend les examens laboratoires, il y a vraiment des SOP, des procédures standardisées qui sont vraiment définies et qui sont vérifiées par le ministère de la Santé si c'est bien fait, par la Direction générale de la Santé si c'est bien fait. Il faut une organisation. Il faut vraiment organiser la qualité. Nous sommes dans ce processus. Je pense qu'on travaille avec les médecins de campagne aussi et l'Alliance du secteur privé à asseoir la qualité. Il a parlé des bières, mais nous vraiment, on veut aller pour l'accréditation ou bien la labellisation de certains centres pour la qualité. Voilà, d'accord. C'est vraiment ça. Le médecin de campagne veut dire 2 mots et on fait le dernier tour de table. Oui, juste par rapport aux inquiétudes de Dr Si, j'ai été associé à un atelier
d'élaboration des référentiels pour les CESCOM à plateau et relevé. Il y a un référentiel. Un CESCOM à plateau et relevé ne peut pas faire tout. Pour faire ça, il y a un référentiel et qu'il faut respecter, et c'est au respect de ces référentiels que le ministre va donner l'autorisation d'exercer la chirurgie, le laboratoire ou bien la radiologie, tout ça. Donc ce référentiel a été adopté. J'ai participé à tout le processus en tant que président de l'AMC. Maintenant, il faut l'appliquer. Oui. D'accord. Alors, on fait un dernier. Oui, sur ce point, On est pris par le temps, oui. C'est un arrêté ministériel, mais l'arrêté, comme l'arrêté n'est pas encore signé, c'est pourquoi on fait économie d'abord. Mais il a dit le référentiel, quand même, est déjà adopté. Maintenant, il faut que l'arrêté, parce que tout CESCOM qui veut relever son plateau technique doit se référer à un système. Et c'est le ministre qui signe exactement, qui donne son accord par rapport à ce relèvement. Sinon, si on ne le fait pas, il y aura un désordre. On sort exactement du premier contact, souvent même pour aller vers la référence évacuation. Un dernier tour de table sur les perspectives. Comment vous voyez cette question de médicalisation avec tout l'intérêt qui tourne autour? On commence par M. Konaré. Oui, je pense que la médicalisation aujourd'hui est incontournable. Qu'on le veuille ou pas, que ce soit l'État, que ce soit nous en tant qu'acteurs, nous n'avons pas le choix. Les populations sont exigeantes là-dessus. On a vu le cas de Bamako ici. Il y avait des CESCOM qui étaient dirigés par un technicien de santé ou un technicien supérieur de santé. Mais quand les populations se sont levées, non, on ne veut plus, mais on veut un médecin. Aujourd'hui, je ne connais pas de CESCOM qui ne dispose pas au moins d'un médecin. Donc c'est une exigence de la population. C'est un éveil qui est là, c'est un réveil qui est là. Donc il faut accompagner le choix ou en tout cas de la population. C'est une préoccupation majeure de la population. Donc nous devons dire que chacun à son niveau. Ce n'est pas l'État seulement, mais nous tous. L'État, les partenaires, nous, société civile, les ONG, nous devons faire en sorte exactement pour nous mettre surtout nous devons nous mettre autour de l'État pour l'accompagner. Parce que l'État a aussi des limites. Ça, il faut reconnaître. Mais quel que soit, l'État doit prioriser un certain nombre de secteurs, y compris la santé. On n'a pas encore atteint exactement l'accord d'Aboucha, qui est de 15%. On a toujours à moins de 10%. Mais que l'État fournisse le minimum d'efforts. On est dans un pays qui est en voie de développement. Le développement ne peut pas se faire exactement si on n'a pas l'humain qui est développé. Son développement commence par la santé. C'est pourquoi exactement la santé doit être une priorité de l'État aujourd'hui au Mali. Et aucun sacrifice n'est de trop pour nous tous, y compris l'État, par rapport à cet accompagnement. Quand la santé va, tout va. Tout va, bien sûr. D'accord. Alors, Dr Konaré, quelles sont les suggestions de l'association des médecins de campagne aujourd'hui pour que la médicalisation continue? Par rapport à l'État, moi je l'avais dit, il faut un plan Marshall. C'est-à-dire qu'il faut médicaliser tous les CESCOM. Ceux qui ont besoin de 2 ou 3 médecins, il faut leur donner. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, tous les CESCOM de Bamako ont au moins 2 médecins. Pendant qu'à l'intérieur, il y a des CESCOM qui n'ont pas un seul médecin. Donc il faut être équitable en la matière. Il a dit, ça fait à peu près 2 ans qu'on a demandé à intégrer les agents qualifiés qui étaient sous la charge des ASAPO dans la fonction publique des collectivités. Le dossier est là. Les gens attendent. Ça ne bouge pas. Il faut que ça bouge. Donc, nous, on veut aller loin. À travers le projet, on est allé loin. On a même pensé à mettre des formations, des diplômes universitaires, des masters et même des DES en médecine communautaire. On a travaillé longuement avec la faculté. C'est dans les outils de l'institutionnalisation. Et on veut même que la faculté prenne le devant, que les étudiants de la 6e année, 7e année aillent faire des stages en milieu rural pour qu'ils comprennent le fonctionnement du système de santé à la base. Mais ça ne peut pas aller sans l'engagement fort de le message est compris. Oui.
Docteur Diabaté, Oui. qu'est-ce que l'État va mettre en place aujourd'hui pour que les soins soient vraiment de qualité au Mali par rapport à la médicalisation? Qu'est-ce que vous allez faire de plus pour cette médicalisation? En tant que représentant de l'État, la médicalisation ouvre la voie à l'amélioration continue du système de santé. Pourquoi je le dis? Je prends un exemple concret. Actuellement, avec l'application des nouvelles technologies et de l'information, dans les temps, le président disait tantôt, les rapports, les gens ne faisaient pas les rapports prenaient du temps. À son temps, dans les temps, on parlait des rapports trimestriels. Mais avec les nouvelles technologies aujourd'hui, avec la médicalisation, s'il y a des nouvelles applications, on n'hésite même pas à mettre en place. Parce qu'on sait qu'il y a des personnes compétentes qui sont là, qui sont habilitées à comprendre et l'appliquer. Tout de suite, au Mali, nous avons mis en place une plateforme qu'on appelle DHISD, District Health Information System, qui permet de collecter les informations depuis la base et remonter. En un clic aujourd'hui, on peut avoir quelle est la situation sanitaire du Mali. C'est parce que nous avons relevé les niveaux des plateaux techniques à la base et parce qu'il y a des personnels compétents. Pour la première fois, quand nous on utilisait les téléphones pour collecter les informations, les gens nous disaient que vous êtes en train de rêver. Parce qu'ils disaient que les personnels qui sont à la base n'étaient pas habilités à pouvoir utiliser cette technologie. Mais de plus en plus, avec cette médicalisation, on n'hésite plus. Les Maliens, avec ce que j'ai dit là, la nouvelle plateforme que les Maliens ont mis en place, nous, en une année, nous, on a couvert l'ensemble du pays. Pendant que les autres pays qui ont commencé bien avant, 2 ans, 3 ans avant le Mali, ils sont jusque là au niveau de 2 ou 3 régions dans leur pays. Et il faut maintenir ce cap, c'est important. Et nous avons l'obligation, si on veut la qualité, l'État a l'obligation de maintenir ce système de médicalisation. Docteur Si, pour boucler maintenant cette question de médicalisation, qu'est-ce qu'il faut pour que ça aille encore plus entre secteur public, secteur privé? Bon, avant le secteur public et le secteur privé, je pense qu'il y a lieu de faire l'adéquation de la formation des médecins, c'est-à-dire ceux qui apprennent à la faculté et ceux qui exercent au milieu de travail. Donc ça demande beaucoup de communication, beaucoup d'échanges entre le ministère de l'enseignement supérieur et la direction générale de la santé ou bien le ministère de la santé, parce que la direction générale de la santé a des besoins au niveau terrain pour le personnel qui doivent être enseignés au niveau de la faculté. Donc la communication va permettre d'établir ça. Du point de vue partenariat public-privé, je pense qu'on a déjà fait un grand pas. Le Mali a déjà fait un très grand pas, ne serait-ce que le privé à but non lucratif qui couvre pratiquement la première ligne. Le privé à but lucratif aussi, il y a assez de centres et aussi il faut que ces centres puissent intégrer davantage le système. Je pense que la politique le permet, je pense que tout le système le permet. C'est souvent des questions de personnes. Il faut aller vraiment vers un partenariat public-privé très dynamique. C'est dans l'intérêt de la population malienne. Aujourd'hui, nous avons tous les atouts pour pouvoir donner des prestations de qualité, pour pouvoir améliorer les indicateurs, parce que le personnel qualifié au Mali accepte d'aller travailler en première ligne. Donc je pense que le pari est presque gagné. Peut-être que le déclic va venir, on le souhaite vivement. Merci à vous d'avoir apporté tous ces éclairages. Ce débat se referme donc ici en attendant d'autres forats. Question d'actualité qui faisait un gros plan ce soir sur la médicalisation des zones rurales, les avantages et les défis à relever. Ils nous ont aidés à comprendre. Docteur Diabaté de la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, Docteur Aruna Konaté, président de l'association des médecins de campagne au Mali, Monsieur Yaya Zankonare, il est le président de la FENASCOM,
et de Dr Cheikh Mohamed Mansoursi, directeur de l'ONG Santé Sud. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur ORTM 1. Bonsoir.